Je m'appelle Marguerite, j'ai 70 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus libératrice de toute ma vie. Une histoire qui a commencé par une trahison si profonde qu'elle a failli me détruire, mais qui s'est terminée d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Asseyez-vous confortablement, car ce que je vais vous révéler va vous glacer le sang, mais aussi vous montrer que même dans les moments les plus sombres, la justice finit toujours par triompher. Tout a commencé un mardi matin ordinaire, ou du moins c'est ce que je croyais. Le soleil entrait timidement par les rideaux de ma chambre, et comme chaque jour depuis 30 ans, je me suis levée à 6 heures précises pour préparer le petit déjeuner. Mes articulations me faisaient mal, comme d'habitude à mon âge, mais je ne me plaignais jamais. J'avais appris depuis longtemps que dans cette maison, mes douleurs n'intéressaient personne. Mon fils Thomas, sa femme Céline, et leurs 2 enfants vivaient avec moi depuis 5 ans maintenant. Enfin, je devrais plutôt dire que je vivais dans leur maison, car même si la propriété était à mon nom, même si c'était moi qui payais absolument toutes les factures, ils avaient réussi à me faire sentir comme une intruse dans ma propre demeure. Ce matin-là, j'ai préparé le café comme je le faisais tous les jours, j'ai sorti les croissants frais que j'avais achetés la veille, et j'ai mis la table pour 5 personnes. 5 personnes qui allaient manger sans même me regarder, sans même me dire merci. Mais j'avais l'habitude. Après la mort de mon mari Henri il y a 10 ans, j'avais perdu bien plus qu'un compagnon de vie. J'avais perdu ma place dans le monde, ou du moins c'est ce que je pensais. Henri était un homme d'affaires brillant, et ensemble nous avions bâti un empire modeste mais solide. Nous possédions plusieurs propriétés, des investissements intelligents, et une fortune que j'avais soigneusement gérée après sa mort. Mais personne dans ma famille ne semblait se souvenir de tout cela. Pour eux, j'étais juste une vieille femme qui occupait de l'espace. Thomas est descendu le premier ce matin-là. Mon fils unique, celui que j'avais porté pendant 9 mois, celui pour qui j'avais sacrifié ma carrière prometteuse d'avocate pour me consacrer à sa famille. Il avait 45 ans maintenant, des cheveux grisonnants aux tempes, et un regard que je ne reconnaissais plus. Le petit garçon qui me serrait dans ses bras en me disant qu'il m'aimait avait disparu depuis longtemps, remplacé par cet homme froid qui me regardait à peine. Il a pris son café sans un mot, les yeux fixés sur son téléphone portable. J'ai essayé d'engager la conversation, comme je le faisais chaque matin avec un optimisme pathétique qui me donnait envie de pleurer sur moi-même. Plus tard dans la journée. Céline est arrivée ensuite, vêtue d'un peignoir de soie que je lui avais offert pour son anniversaire et qu'elle portait avec une désinvolture qui me brisait le cœur. Elle ne m'a même pas saluée. Elle s'est servi un café, a pris un croissant, et s'est assise à côté de Thomas en commençant immédiatement à se plaindre de quelque chose. De moi, probablement. C'était devenu son passe-temps favori. Les enfants, Lucas et Emma, 12 et 14 ans, sont descendus en traînant des pieds, les yeux collés à leurs écrans. Ils ont à peine touché au petit déjeuner que j'avais préparé avec tant de soin. Personne ne m'a regardé. Personne ne m'a parlé. J'étais un fantôme dans ma propre maison. Mais ce jour-là allait être différent de tous les autres. Ce jour-là, j'allais découvrir quelque chose qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Après le petit déjeuner, je suis montée dans ma chambre pour faire mon lit et ranger un peu. C'est à ce moment-là que j'ai entendu mon téléphone vibrer. Un message de Thomas. Mon cœur s'est serré d'espoir pendant une seconde. Peut-être qu'il pensait à moi, peut-être qu'il voulait me dire quelque chose de gentil. Quelle idiote j'étais. Quelle vieille idiote pleine d'espoir. J'ai ouvert le message et j'ai vu qu'il m'avait envoyé une vidéo. Pas de texte, juste une vidéo. J'ai cliqué dessus avec mes doigts tremblants, ces doigts qui avaient travaillé si dur toute ma vie, qui avaient caressé les cheveux de mon fils quand il était malade, qui avaient tenu la main de mon mari mourant. Et la vidéo a commencé et j'ai immédiatement reconnu le salon de ma maison. C'était filmé en cachette, le téléphone devait être posé quelque part discrètement. La qualité de l'image était bonne, trop bonne. Je pouvais voir Thomas, Céline, et même mes petits-enfants assis sur le canapé que j'avais payé. Ils discutaient, et au début je n'entendais pas très bien. J'ai augmenté le volume et c'est là que les mots ont commencé à pénétrer dans mes oreilles comme des poignards empoisonnés. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien m'aide à continuer à partager mon histoire avec vous tous. Et la voix de Céline était la première que j'ai clairement entendue. Elle disait avec une nonchalance qui m'a glacé le sang que j'étais devenue un fardeau insupportable. Un fardeau. Moi, Marguerite, qui payais leur électricité, leur eau,
Leur nourriture, leurs vêtements de luxe, les cours particuliers des enfants, tout. J'étais un fardeau. Thomas a ri. Mon fils a ri en entendant sa femme me traiter de fardeau. Il a ajouté que je ne servais à rien, que je prenais de la place, que je les empêchais de vivre leur vie. Emma, ma petite fille que j'adorais plus que tout au monde, a dit que j'étais vieille et ennuyeuse, que ses amis se moquaient d'elle parce que sa grand-mère vivait avec eux. Lucas a renchéri en disant que je sentais bizarre et que je leur faisais honte. Mais le pire de tout, c'était encore à venir. Céline a regardé Thomas droit dans les yeux et a dit ces mots que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Elle a dit qu'il était temps que je meure. Oui, vous avez bien entendu. Elle a dit qu'il était temps que je meure, que je disparaisse, que je leur laisse enfin l'héritage qui leur revenait de droit. Thomas n'a pas protesté. Il n'a pas défendu sa mère. Il a simplement hoché la tête et a dit qu'il devait être patient encore un peu, que je ne pouvais plus en avoir pour très longtemps de toute façon. Ils ont ri ensemble. Toute ma famille a ri à l'idée de ma mort. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le lit. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai dû m'asseoir avant de tomber. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais peur de faire une crise cardiaque sur place, et l'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Mourir maintenant leur aurait fait tellement plaisir. Mais quelque chose en moi refusait de leur donner cette satisfaction. Quelque chose de profond, de primitif, de furieux commençait à s'éveiller dans mon vieux corps fatigué. J'ai repris mon téléphone et j'ai regardé la vidéo encore une fois. Je devais être sûre. Je devais être certaine que je n'avais pas rêvé, que je n'avais pas mal compris. Mais non, c'était bien réel. Chaque mot, chaque rire, chaque regard complice était une trahison de plus. Puis j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi Thomas m'avait-il envoyé cette vidéo ? C'était la question qui me torturait. Était-ce un accident ? Avait-il voulu l'envoyer à quelqu'un d'autre et s'était trompé de destinataire ? Ou alors, et cette pensée m'a fait frissonner, était-ce volontaire ? Voulait-il que je sache ? Voulait-il me faire du mal ? Voulait-il me pousser à bout pour que je fasse quelque chose de stupide ? Je ne comprenais pas. Mon propre fils était devenu un étranger pour moi, un étranger cruel et calculateur dont je ne reconnaissais plus les traits. Je suis restée assise sur mon lit pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes. Les larmes coulaient sur mes joues ridées sans que je puisse les arrêter. Toute ma vie défilait devant mes yeux. Tous les sacrifices que j'avais faits, toutes les nuits blanches quand Thomas était malade, tous les matchs de football où j'étais la seule mère présente parce que Henri travaillait tard, tous les sacrifices financiers pour lui payer les meilleures écoles, la meilleure université. Et pourquoi ? Pour être traité de fardeau inutile par celui-là même que j'avais mis au monde. Mais au milieu de cette douleur insupportable, une pensée a commencé à germer dans mon esprit. Une pensée qui allait tout changer. Je me suis souvenu de quelque chose. Quelque chose d'important. Quelque chose que personne dans cette maison ne savait. Le matin même, avant que tout cela n'arrive, j'avais un rendez-vous prévu. Un rendez-vous avec mon notaire, Maître Durand, un vieil ami de mon mari Henri. Ce rendez-vous était programmé depuis 3 semaines, et j'avais complètement oublié de le mentionner à Thomas et Céline. Pourquoi l'aurais-je fait de toute façon ? Il ne s'intéressait jamais à mes affaires. Ce rendez-vous n'était pas anodin. Maître Durand m'avait contacté pour me parler d'une affaire urgente concernant mon testament et mes finances. Il avait découvert quelque chose, m'avait-il dit au téléphone, quelque chose que je devais absolument savoir. Sur le moment, je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. J'étais trop occupée à essayer de plaire à ma famille ingrate, à essayer de gagner leur amour et leur respect. Mais maintenant, après avoir vu cette vidéo, ce rendez-vous prenait une toute autre dimension. J'ai regardé l'heure. Il était 9h du matin. Mon rendez-vous était à 11h. J'avais 2 heures pour me préparer, pour me ressaisir, pour essuyer mes larmes et retrouver ma dignité. Je me suis levée, j'ai pris une douche froide pour me réveiller complètement, et j'ai enfilé ma plus belle robe. Celle que je réservais pour les grandes occasions. Une robe bleu marine que Henri aimait tant. Je me suis maquillée soigneusement, j'ai mis mes perles, celles que ma mère m'avait offertes pour mes 20 ans. Je voulais avoir l'air d'une femme forte, d'une femme qui a de la classe, d'une femme qui ne se laisse pas détruire par la cruauté de ses proches. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps.
J'ai vu Marguerite. Pas la vieille femme pathétique qui quémandait de l'affection, mais la vraie Marguerite. Celle qui avait été avocate, celle qui avait géré une fortune, celle qui avait survécu à la mort de l'amour de sa vie. Je suis descendu les escaliers avec détermination. Thomas était toujours dans le salon, affalé sur le canapé, les yeux rivés sur la télévision. Il n'a même pas levé la tête quand je suis passé devant lui. J'ai pris mon sac à main, mes clés de voiture, et je suis sorti sans un mot. Pour la première fois depuis des années, je ne leur ai pas demandé s'ils avaient besoin de quelque chose. Je ne leur ai pas proposé de faire les courses. Je ne leur ai pas dit où j'allais. Je suis simplement parti, et cela m'a procuré une satisfaction étrange et libératrice. Le trajet jusqu'au cabinet de Maître Durand m'a paru à la fois très court et interminable. Mon esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. La douleur de la trahison se mêlait à une colère grandissante, et sous cette colère, quelque chose de plus profond commençait à émerger. Une détermination froide, calculatrice. Si ma famille me considérait comme un fardeau, s'ils attendaient impatiemment ma mort pour mettre la main sur mon argent, alors peut-être était-il temps qu'ils apprennent une leçon. Une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le cabinet de Maître Durand était situé dans un bel immeuble haussmannien du centre-ville. J'ai garé ma voiture et je suis entré, saluant sa secrétaire qui me connaissait depuis des années. Elle m'a fait entrer immédiatement dans son bureau. Maître Durand était un homme de 65 ans, élégant, aux cheveux blancs parfaitement coiffés. Il s'est levé quand je suis entré et m'a serré la main avec chaleur. Il m'a regardé dans les yeux et j'ai vu qu'il avait remarqué quelque chose. Peut-être les traces de larmes que mon maquillage n'avait pas complètement cachées. Peut-être simplement l'expression de mon visage. Il m'a invité à m'asseoir et m'a offert un café que j'ai accepté avec reconnaissance. Puis il a ouvert un dossier épais posé sur son bureau et m'a regardé avec gravité. Ce qu'il allait me dire, m'a-t-il expliqué, était extrêmement sérieux et allait probablement me bouleverser. J'ai failli rire. Me bouleverser ? Après ce que je venais de découvrir ce matin, je ne voyais pas comment les choses pouvaient être pires. Mais j'avais tort. Oh, comme j'avais tort. Maître Durand a commencé à parler, et à mesure qu'il parlait, mon sang se glaçait dans mes veines. Il avait mené une enquête discrète sur mes finances, comme je le lui avais demandé quelques mois auparavant. Je m'étais inquiété de certaines dépenses inhabituelles sur mes comptes bancaires, de petites sommes au début, puis de plus en plus importantes. Je pensais que c'était peut-être une erreur de la banque, ou que je devenais distraite avec l'âge. Mais Maître Durand avait découvert la vérité. Une vérité si horrible, si inimaginable, que j'ai eu du mal à la comprendre au début. Thomas avait accès à mes comptes bancaires depuis 5 ans. Je lui avais donné une procuration quand il était venu vivre avec moi, pour qu'il puisse m'aider à gérer les factures et les dépenses courantes. C'était une décision que j'avais prise avec amour et confiance. Une décision qui allait se révéler être la plus grande erreur de ma vie. Pendant ces 5 années, Thomas avait systématiquement détourné mon argent. Pas de grosses sommes qui auraient attiré l'attention, non. Il était beaucoup trop intelligent pour cela. De petits montants réguliers, quelques centaines d'euros ici, quelques milliers là. Des virements discrets vers des comptes que je ne connaissais pas. Des retraits en espèces justifiés par de fausses factures. À eu total, me dit Maître Durand en me montrant les documents, Thomas m'avait volé près de 350 000 euros. 350 000 euros. Une fortune. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant un instant. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Maître Durand s'est levé précipitamment et m'a apporté un verre d'eau. J'ai bu lentement, essayant de reprendre mes esprits, essayant de comprendre l'ampleur de cette trahison. Mon fils, mon propre fils, ne se contentait pas de me mépriser et de souhaiter ma mort. Il me volait depuis 5 ans. Il me dépouillait lentement mais sûrement, profitant de ma confiance, de mon amour aveugle. Maître Durand m'a expliqué qu'il avait toutes les preuves nécessaires. Les relevés bancaires, les faux justificatifs, les traces des virements. Tout était documenté, tout était irréfutable. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Je pouvais porter plainte, bien sûr. C'était un délit grave, un abus de confiance caractérisé. Thomas risquait la prison. Mais Maître Durand me connaissait bien. Il savait que malgré tout, malgré cette trahison monstrueuse, j'étais encore une mère. Et qu'une mère, même blessée, même trahie, hésite toujours avant d'envoyer son fils en prison. Je n'ai rien dit pendant un long moment.
J'ai simplement regardé les documents étalés devant moi, ces preuves de la cupidité et de la malveillance de mon propre enfant. Puis j'ai pensé à la vidéo. Cette vidéo que Thomas m'avait envoyée ce matin même. Et soudain, tout s'est éclairé dans mon esprit. Ce n'était pas un accident. Thomas ne s'était pas trompé de destinataire. Il m'avait envoyé cette vidéo volontairement. Il voulait que je la voie. Mais pourquoi ? Quelle était sa motivation ? La réponse m'est venue comme une gifle. Thomas voulait me pousser à bout. Il voulait que je craque, que je fasse une crise cardiaque, que je meure peut-être. Ou alors, et c'était encore plus pervers, il voulait que je réagisse, que je les mette dehors dans un accès de colère, pour pouvoir ensuite me faire passer pour une vieille femme sénile et cruelle qui avait chassé sa propre famille. Il pourrait alors contester mon testament, arguer que je n'avais plus toute ma tête, obtenir la tutelle de mes biens. C'était un plan diabolique, et j'avais failli tomber dans le piège. Mais maintenant, assise dans le bureau de Maître Durand, avec toutes ces preuves devant moi, je comprenais que j'avais une opportunité. Une opportunité de reprendre le contrôle de ma vie, de ma fortune, de ma dignité. J'ai regardé Maître Durand et je lui ai dit que je ne voulais pas porter plainte. Pas encore. Je voulais d'abord mettre en place autre chose. Quelque chose qui allait leur apprendre une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Maître Durand a souri. Il m'a dit qu'il s'attendait à cette réaction et qu'il avait déjà préparé un plan. Un plan qui allait protéger ma fortune et révéler au grand jour la véritable nature de ma famille. Et la première étape était simple mais radicale. Je devais immédiatement retirer à Thomas toute procuration sur mes comptes bancaires. Maître Durand avait déjà préparé les documents nécessaires. Il suffisait que je les signe et la banque serait notifiée dans l'heure. Thomas ne pourrait plus toucher à un seul centime de mon argent. De plus, j'allais changer immédiatement tous les codes d'accès à mes comptes en ligne, toutes mes cartes bancaires. Je deviendrais inviolable financièrement. J'ai signé les documents avec un sentiment de satisfaction que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et la deuxième étape était encore plus satisfaisante. Maître Durand m'a expliqué que je devais modifier mon testament. Mon testament actuel, rédigé il y a 10 ans, laissait tout à Thomas. La maison, les propriétés, les investissements, l'argent. Tout. C'était normal, c'était mon fils unique, mon héritier naturel. Mais après ce que j'avais découvert, après cette trahison monumentale, je n'allais certainement pas laisser ma fortune à quelqu'un qui me méprisait, me volait, et souhaitait ma mort. Maître Durand avait préparé un nouveau testament. Un testament qui allait tout changer. Dans ce nouveau testament, je léguais la majorité de ma fortune à des œuvres de charité. Des associations qui aidaient les personnes âgées maltraitées, justement. L'ironie ne m'échappait pas. Je laissais également des sommes substantielles à mes neveux et nièces que je voyais rarement mais qui, au moins, ne m'avaient jamais fait de mal. À Thomas, je laissais exactement 1 euro symbolique. Pas plus. Et dans le testament, j'expliquais clairement pourquoi. Je mentionnais les vols, les détournements de fonds, le mépris, la cruauté. Tout serait révélé après ma mort. La réputation de Thomas serait détruite. Il n'aurait rien, absolument rien de ce qu'il convoitait mais je ne m'arrêtais pas là. Oh non. Maître Durand et moi avons discuté pendant plus de 2 heures de toutes les possibilités qui s'offraient à moi. J'ai décidé de mettre en place une stratégie en plusieurs phases. Une stratégie qui allait leur faire comprendre progressivement qu'ils avaient tout perdu. Que leur cruauté avait un prix. Que je n'étais pas la vieille femme faible et pathétique qu'ils croyaient. Et si vous appréciez mon histoire et que vous voulez en entendre d'autres comme celle-ci, des histoires vraies sur la vie, la trahison et la rédemption, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien signifie énormément pour moi. Quand je suis sortie du bureau de Maître Durand, il était presque 14 heures. J'avais passé 3 heures là-bas, 3 heures qui avaient changé le cours de mon existence. Je me sentais différente. Plus forte. Plus déterminée. La douleur était toujours là, bien sûr. La trahison de mon fils me déchirait le cœur. Mais cette douleur était maintenant tempérée par autre chose. Un sentiment de justice imminente. Un sentiment de contrôle retrouvé. J'ai décidé de ne pas rentrer immédiatement à la maison. J'avais besoin de réfléchir, de planifier ma prochaine action. Je suis allée dans un petit café que j'aimais bien, un endroit où Henri et moi allions souvent dans le temps.
Je me suis assise à une table près de la fenêtre et j'ai commandé un thé et une part de tarte aux pommes. Pendant que je mangeais lentement ma tarte, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé. La matinée avait été un véritable tourbillon d'émotions. De la douleur de la découverte de la vidéo à la rage provoquée par la révélation des vols de Thomas, j'avais traversé un spectre complet de sentiments. Mais maintenant, assise dans ce café paisible, je commençais à voir les choses plus clairement. Je comprenais que cette épreuve, aussi horrible soit-elle, était peut-être une bénédiction déguisée. Elle m'ouvrait les yeux sur une réalité que j'avais refusé de voir pendant des années. Mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. Il me demandait où j'étais, quand je rentrais, et surtout, si je pouvais passer au supermarché pour acheter des choses pour le dîner. Il avait envoyé une longue liste de courses. Des articles coûteux, bien sûr. Du saumon fumé, du champagne, des fromages fins. Il recevait probablement des amis ce soir et attendait que je paie et que je prépare tout. Comme d'habitude. Mais cette fois-ci, les choses allaient être différentes. J'ai lu le message sans répondre. Je l'ai lu plusieurs fois, analysant chaque mot, cherchant le moindre signe d'affection ou de respect. Il n'y en avait aucun. C'était un message froid, utilitaire, qui me traitait comme une domestique. J'ai décidé de ne pas répondre. Pas encore. Je voulais les faire attendre. Je voulais qu'ils commencent à se demander où j'étais, ce que je faisais. Pour la première fois depuis des années, j'allais les laisser dans l'incertitude. J'ai terminé mon thé tranquillement, j'ai payé mon addition, et je suis sortie du café. Il faisait beau, le soleil brillait, et j'ai décidé de me promener un peu dans le parc voisin. J'avais besoin de ce moment de paix avant de retourner dans le champ de bataille qu'était devenu ma maison. Pendant ma promenade, j'ai réfléchi à la façon dont j'allais gérer la suite des événements. Maître Durand m'avait conseillé de ne rien dire à Thomas et Céline pour le moment. Il fallait que tous les changements légaux soient complètement finalisés avant qu'ils ne se doutent de quoi que ce soit. Les nouvelles procurations bancaires étaient en place, mais le testament devait encore être officiellement enregistré, ce qui prendrait quelques jours. Pendant ce temps, je devais jouer la comédie. Je devais continuer à être la vieille femme soumise qu'ils connaissaient, tout en sachant que je détenais maintenant toutes les cartes. Cette idée me procurait une satisfaction presque perverse. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je détenais un pouvoir qu'ils ne soupçonnaient même pas. Ils pensaient que j'étais faible, ils pensaient que j'étais à leur merci, mais en réalité, c'était l'inverse. J'étais celle qui contrôlait tout. Et bientôt, très bientôt, ils allaient le découvrir de la manière la plus brutale possible. Il était presque 17h quand je suis finalement rentrée à la maison. J'ai garé ma voiture dans l'allée et j'ai pris une grande inspiration avant d'entrer. Je devais être naturelle, je ne devais rien laisser paraître. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. Thomas était dans le salon, et dès qu'il m'a vue, il s'est levé avec une expression d'agacement sur le visage. Il m'a demandé d'un ton agressif où j'étais passée toute la journée. Je lui ai répondu calmement que j'avais eu des rendez-vous. Il a voulu savoir quel rendez-vous. Je lui ai dit que c'était personnel. Il n'a pas aimé cette réponse. Pour la première fois depuis longtemps, je lui tenais tête, même de façon minime, et il n'appréciait pas du tout. Céline est sortie de la cuisine à ce moment-là. Elle m'a regardé avec ce mépris habituel dans les yeux et m'a demandé si j'avais fait les courses qu'il m'avait demandées. J'ai secoué la tête. Non, je n'avais pas fait les courses. J'avais été occupée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Céline et Thomas se sont regardés avec une expression incrédule. Comment osais-je ne pas obéir à leurs ordres? Comment osais-je penser à moi avant de penser à eux? Céline a ouvert la bouche pour dire quelque chose de méchant, je le voyais dans ses yeux, mais je ne lui ai pas laissé le temps. Je suis montée dans ma chambre, fermant la porte derrière moi. Une fois seule dans ma chambre, je me suis assise sur mon lit et j'ai réalisé que quelque chose en moi avait changé. Définitivement. Je n'avais plus peur de leur déplaire. Je n'avais plus besoin de leur approbation. La vidéo de ce matin, aussi douloureuse soit-elle, m'avait libérée d'une certaine façon. Elle m'avait montré que peu importe ce que je faisais, peu importe combien je me sacrifiais, ils ne m'aimeraient jamais. Ils ne me respecteraient jamais. Alors pourquoi continuer à essayer? Pourquoi continuer à me détruire pour des gens qui souhaitaient ma mort? J'ai passé la soirée dans ma chambre. Je les ai entendus commander des plats à emporter,
probablement avec mes cartes bancaires qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Mais cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. J'ai entendu Thomas crier quelque chose à propos des cartes qui ne passaient pas. J'ai souri. Les changements de maître Durand avaient déjà pris effet. Ils ne pouvaient plus utiliser mes cartes. Ils ont fini par payer avec leur propre argent, et je les ai entendus se plaindre bruyamment de mon comportement bizarre. Le lendemain matin, j'ai suivi ma routine habituelle. Je me suis levé tôt, j'ai préparé le café, mais cette fois-ci, je n'ai pas acheté de croissants frais. Je n'ai pas mis la table pour 5 personnes. J'ai préparé mon propre petit déjeuner, une simple tartine avec du beurre et de la confiture, et je me suis assise seule à la table de la cuisine. Quand Thomas est descendu, il a regardé autour de lui avec confusion. Où était le petit déjeuner habituel? Où étaient les croissants, les fruits frais, le jus d'orange pressé que je préparais chaque matin depuis 5 ans? Je l'ai regardé calmement et je lui ai dit que s'il voulait quelque chose, la cuisine était à sa disposition. Il pouvait se servir lui-même. L'expression sur son visage était impayable. Un mélange de colère, de confusion et d'incrédulité. Il n'était pas habitué à ce que je lui résiste, même de façon aussi minime. Il a marmonné quelque chose d'incompréhensible et s'est préparé un café avec des gestes brusques qui trahissaient son irritation. Céline est arrivée peu après et la scène s'est répétée. Elle aussi était choquée par mon changement de comportement. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas chez moi ces derniers jours. J'ai simplement haussé les épaules et j'ai continué à manger ma tartine tranquillement. Les enfants sont descendus et ont immédiatement commencé à se plaindre qu'il n'y avait rien à manger. J'ai failli rire. La cuisine était pleine de nourriture, mais ils étaient tellement habitués à être servis qu'ils ne savaient même pas comment se préparer un simple petit déjeuner. Lucas a ouvert le réfrigérateur et en a sorti du lait, le renversant sur le comptoir dans sa maladresse. Personne n'a nettoyé. Ils m'ont tous regardé, attendant que je me lève pour essuyer, mais je suis restée assise. J'ai fini mon café, j'ai lavé ma propre tasse, et je suis montée dans ma chambre. Les jours suivants ont été une révélation. J'ai continué ma nouvelle attitude. Je ne faisais plus les courses pour eux, je ne préparais plus leurs repas, je ne lavais plus leur linge. Je m'occupais uniquement de moi-même. Au début, ils ont pensé que c'était une crise passagère, que la vieille folle allait bientôt revenir à la raison. Mais au fil des jours, ils ont commencé à réaliser que quelque chose avait vraiment changé. La maison est devenue un champ de bataille silencieux. Ils me lançaient des regards noirs, faisaient des commentaires acerbes, mais je restais imperturbable. Thomas a essayé plusieurs fois d'utiliser mes cartes bancaires pour différents achats. À chaque fois, les transactions étaient refusées. Il m'en a parlé un soir, me demandant s'il y avait un problème avec mes comptes. J'ai répondu très calmement qu'effectivement, j'avais fait quelques modifications dans ma gestion financière. Il a voulu en savoir plus, mais je lui ai dit que c'était mes affaires personnelles. Son visage est devenu rouge de colère. Il a élevé la voix pour la première fois depuis longtemps, me disant que j'étais sa mère, que j'habitais sous son toit, et que je lui devais des explications. Sous son toit. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une alarme. Sous son toit. Cette maison était à mon nom. Cette maison, je l'avais achetée avec Henri il y a 40 ans. Cette maison m'appartenait légalement, financièrement, moralement. Et mon propre fils osait dire que j'habitais sous son toit. J'ai senti la colère monter en moi, une colère froide et calculatrice. Mais je me suis contrôlée. Ce n'était pas encore le moment de révéler mes cartes. Je lui ai simplement dit que nous en reparlerions plus tard, et je suis montée dans ma chambre, le laissant fulminer dans le salon. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à regarder le plafond, à réfléchir à tout ce qui s'était passé, à tout ce qui allait se passer. J'ai repensé à la vidéo, à leurs mots cruels, à leurs rires moqueurs. J'ai repensé aux 350 000 € que Thomas m'avait volés. J'ai repensé à toutes ces années de sacrifice, d'amour inconditionnel, de dévouement total. Et pourquoi? Pour être traité comme un fardeau, comme une gêne, comme quelqu'un dont ils attendaient impatiemment la mort. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Maître Durand. Tout était en ordre. Le Nouveau Testament était officiellement enregistré. Les changements bancaires étaient définitifs. J'étais maintenant complètement protégée.
Il m'a demandé comment je me sentais et si j'étais toujours déterminée à aller jusqu'au bout de mon plan. Je lui ai répondu sans hésitation que oui, j'étais plus déterminée que jamais. Il m'a alors proposé la phase suivante de notre stratégie. Une phase qui allait secouer ma famille jusqu'au fond de leurs âmes cupides. Maître Durand avait préparé une lettre officielle, un document légal qui informait Thomas qu'une enquête avait été ouverte concernant des irrégularités financières sur mes comptes bancaires. La lettre ne l'accusait pas directement, mais elle était suffisamment claire pour qu'il comprenne qu'on avait découvert ces vols. La lettre demandait également qu'il fournisse tous les justificatifs des dépenses qu'il avait effectuées avec ma procuration au cours des 5 dernières années. Bien sûr, il ne pourrait pas fournir ces justificatifs, parce qu'ils étaient faux ou inexistants. La lettre lui donnait 2 semaines pour répondre, après quoi des mesures légales seraient prises. J'ai demandé à Maître Durand d'envoyer cette lettre immédiatement. Je voulais que Thomas la reçoive rapidement, je voulais voir sa réaction, je voulais qu'il comprenne que les conséquences de ses actes allaient enfin le rattraper. La lettre est partie le jour même, en recommandé avec accusé de réception. Elle arriverait dans 2 jours maximum. 2 jours pendant lesquels j'allais devoir continuer à jouer mon rôle, à faire semblant que tout était normal, alors que je savais qu'une bombe à retardement était en route vers ma maison. Ces 2 jours ont été les plus longs de ma vie. Je continuais ma nouvelle routine, m'occupant uniquement de moi-même, ignorant leurs regards réprobateurs et leurs commentaires désobligeants. Céline a essayé plusieurs fois de me parler, de me manipuler avec de fausses gentillesses. Elle me disait qu'elle s'inquiétait pour moi, que je n'étais plus la même, que peut-être je devrais voir un médecin. Je voyais clair dans son jeu. Elle pensait que je devenais sénile, que je perdais la tête, et elle voulait probablement utiliser cela contre moi plus tard. Mais je lui ai assuré que j'allais très bien, que je n'avais jamais été aussi lucide de toute ma vie. Le 3e jour, la lettre est arrivée. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu le facteur sonner. J'ai entendu Thomas descendre pour récupérer le courrier. Puis il y a eu un long silence. Un silence si pesant que je pouvais presque le sentir à travers les murs. Puis j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier, des voix étouffées, Thomas qui appelait Céline avec urgence. Je me suis approchée de ma porte et j'ai écouté. Je n'avais pas honte d'écouter aux portes, après tout, ils avaient filmé leur conversation me concernant en cachette. Et la voix de Thomas était paniquée. Il lisait la lettre à haute voix à Céline, et je pouvais entendre la peur dans chaque mot qu'il prononçait. Céline a immédiatement commencé à paniquer aussi. Elle lui demandait comment c'était possible, qui avait découvert cela, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Thomas répétait qu'il ne savait pas, qu'il avait été si prudent, qu'il ne comprenait pas comment on avait pu remonter jusqu'à lui. Puis j'ai entendu mon nom. Céline disait que c'était forcément moi qui avais lancé cette enquête. Thomas disait que c'était impossible, que je ne savais rien, que j'étais trop stupide pour comprendre quoi que ce soit aux finances. Trop stupide. Mon propre fils me trouvait trop stupide. Moi qui avais un diplôme d'avocat, moi qui avais géré avec succès une fortune pendant des décennies, moi qui avais toujours été celle qui prenait les décisions financières importantes dans notre famille. Il me trouvait trop stupide. Cette pensée, au lieu de me blesser, m'a rempli d'une satisfaction étrange. Sa sous-estimation de mes capacités allait être sa perte. J'ai attendu quelques minutes avant de descendre. Je voulais leur laisser le temps de digérer la nouvelle, de paniquer suffisamment. Quand je suis finalement descendue, ils étaient tous les 2 assis à la table de la cuisine, la lettre étalée devant eux, leur visage blême. Quand ils m'ont vue, ils ont essayé de cacher la lettre, mais c'était trop tard. Je l'avais vue. J'ai fait semblant de ne rien remarquer et je me suis dirigée vers la cuisine pour me préparer un thé. Thomas m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de peur, de suspicion et de haine pure. Et elle m'a demandé d'un ton qu'il essayait de rendre décontracté si j'avais parlé à quelqu'un de mes finances récemment. J'ai répondu que oui, j'avais vu mon notaire, c'était normal à mon âge de mettre ses affaires en ordre. Il a pâli encore plus. Céline est intervenue, me demandant de quoi exactement j'avais parlé avec mon notaire. Je leur ai souri, un sourire doux, presque innocent, et je leur ai dit que nous avions discuté de plusieurs choses, de mon testament notamment. Et de certaines irrégularités que Maître Durand avait découvertes dans mes comptes. Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas et Céline me regardaient comme si j'étais devenue une étrangère. Comme si la vieille femme pathétique qu'ils connaissaient avait soudainement disparu,
remplacé par quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient pas. Et c'était exactement le cas. La Marguerite qu'ils avaient maltraitée, méprisée, volée, cette Marguerite-là n'existait plus. À sa place se tenait une femme qui avait retrouvé sa force, sa dignité, et surtout, son désir de justice. Thomas a essayé de protester, de dire qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais, qu'il n'y avait aucune irrégularité, qu'il avait toujours géré mes comptes avec soin et honnêteté. Mais sa voix tremblait. Ses mains tremblaient. Il savait qu'il était découvert. Il savait que tout son château de cartes était en train de s'effondrer. Céline, plus maligne, a essayé une autre approche. Elle s'est levée et s'est approchée de moi, posant sa main sur mon bras avec une fausse tendresse. Elle m'a dit que j'avais peut-être mal compris quelque chose, que les finances pouvaient être compliquées, que peut-être mon notaire essayait de profiter de ma confusion. J'ai retiré mon bras de son contact comme si elle était venimeuse. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit que je n'étais pas confuse. Que je n'avais jamais été aussi claire d'esprit. Que je savais exactement ce qui s'était passé. Que je savais pour les 350 000 euros. Quand j'ai prononcé ce chiffre, Thomas s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée derrière lui. Il est devenu agressif, me demandant qui m'avait raconté ses mensonges, qui essayait de monter sa mère contre lui. Mais je voyais la panique dans ses yeux. Il savait que c'était fini. Je leur ai alors dit quelque chose que j'avais préparé depuis des jours. Je leur ai dit que j'avais modifié mon testament. Que désormais, ils n'hériteraient plus de rien. Pas de la maison, pas des propriétés, pas de l'argent. Rien. Tout irait à des œuvres de charité et à d'autres membres de la famille. Thomas aurait un euro symbolique, juste pour montrer que je ne l'avais pas oublié. Et dans le testament, j'expliquais clairement pourquoi. Les vols, la cruauté, le mépris. Tout serait révélé publiquement après ma mort. Et la réaction de Thomas a été explosive. Il a commencé à crier, à dire que je n'avais pas le droit, que c'était son héritage, qu'il avait sacrifié sa vie pour s'occuper de moi. Sacrifier sa vie ? J'ai failli rire. Mais ce n'était pas le moment de rire. C'était le moment de rester forte, de rester ferme. Céline criait aussi maintenant, me traitant de vieille folle, de monstre ingrat. Les enfants sont descendus, attirés par le bruit, et ils assistaient à la scène avec des yeux écarquillés. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la vidéo. Cette vidéo que Thomas m'avait envoyée. Je l'ai lancée et j'ai monté le volume. Leurs voix ont rempli la cuisine. Leurs mots cruels, leurs rires moqueurs, leur souhait de me voir morte. Thomas et Céline sont devenus blancs comme des linges. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils avaient oublié cette vidéo, ou peut-être pensaient-ils que je ne l'avais jamais vue, ou que j'étais trop faible pour l'utiliser contre eux. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai regardé mes petits-enfants. Lucas et Emma me fixaient avec des expressions horrifiées. Ils venaient d'entendre leurs parents et eux-mêmes me traiter de fardeau inutile, souhaiter ma mort. Ils voyaient maintenant la réalité de ce qu'ils étaient devenus. J'ai vu des larmes dans les yeux d'Emma. Peut-être qu'il restait un peu d'humanité en elle, peut-être qu'elle réalisait l'horreur de ce qu'ils avaient fait. Ou peut-être qu'elle pleurait simplement parce qu'elle comprenait que l'argent qu'elle espérait hériter venait de disparaître. J'ai alors prononcé les mots que j'avais répétés dans ma tête pendant des jours. Je leur ai dit qu'ils avaient 2 semaines pour quitter ma maison. Cette maison qui m'appartenait, qui avait toujours été à moi. Ils avaient 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Je ne voulais plus les voir, je ne voulais plus entendre leur voix, je ne voulais plus supporter leur présence dans ma vie. Thomas a commencé à protester, disant qu'il n'avait nulle part où aller, qu'il n'avait pas d'argent pour louer un appartement. Et c'était là toute l'ironie de la situation. Ils n'avaient pas d'argent parce qu'ils avaient vécu à mes crochets pendant 5 ans, parce qu'ils avaient dépensé tout ce qu'ils gagnaient en luxe inutile, comptant sur mon héritage pour leur avenir. Céline a alors montré son vrai visage. Elle s'est mise à hurler que j'allais le regretter, que j'étais une vieille femme méchante et égoïste, que je méritais de mourir seule et abandonnée. Ces mots ne me blessaient plus. Ils glissaient sur moi comme de l'eau sur du verre. J'avais dépassé le stade où leurs opinions comptaient pour moi. Je leur ai simplement répété qu'ils avaient 2 semaines, et que si dans 2 semaines ils n'étaient pas partis, j'engagerais une procédure d'expulsion légale. Et concernant les vols de Thomas, j'avais toutes les preuves nécessaires pour porter plainte. Pour l'instant, je m'abstenais,
mais si jamais ils essayaient de me nuire d'une quelconque façon, je n'hésiterai pas à aller voir la police. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Thomas et Céline ont essayé différentes approches. D'abord, ils ont ignoré ma demande, pensant que j'allais changer d'avis, que c'était juste une crise passagère. Puis ils ont essayé la manipulation émotionnelle. Céline pleurait, Thomas me suppliait, me rappelant tous les bons moments que nous avions partagés quand il était enfant. Mais je restais ferme. Ces bons moments appartenaient au passé. Le Thomas que j'avais aimé n'existait plus, remplacé par cet homme cupide et cruel qui m'avait volé et méprisé. Puis ils ont essayé la menace. Thomas m'a dit qu'il raconterait à tout le monde que j'étais sénile, que je maltraitais ma propre famille, que j'étais une mauvaise mère. Je lui ai rappelé que j'avais la vidéo, que j'avais toutes les preuves de ses vols, et que si jamais il essayait de salir ma réputation, je rendrais tout cela public. Je ferai en sorte que toute la ville sache quel genre d'homme il était vraiment. Cela l'a calmé immédiatement. Il avait trop à perdre, surtout sa respectabilité sociale qu'il chérissait tant. Finalement, voyant qu'ils n'avaient pas le choix, ils ont commencé à emballer leurs affaires. C'était un spectacle pathétique. Céline se plaignait constamment, jetant des objets dans des cartons avec rage. Thomas était silencieux, renfermé, probablement en train de calculer comment il allait se sortir de cette situation. Les enfants étaient perdus, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Emma m'a approché un jour, me demandant pardon pour ce qu'elle avait dit dans la vidéo. Elle avait les larmes aux yeux et semblait sincère. J'ai voulu la croire, j'ai voulu lui pardonner, mais une partie de moi se demandait si ce n'était pas encore une manipulation, si elle n'avait pas été envoyée par ses parents pour m'attendrir. Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais que cela ne changeait rien à ma décision. Il devait partir. Elle a hoché la tête tristement et est remontée dans sa chambre. Cette conversation m'a brisé le cœur d'une certaine façon. Emma et Lucas n'étaient que des enfants, ils avaient été influencés par leurs parents. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette atmosphère toxique, même pour mes petits-enfants. Le jour de leur départ est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Un camion de déménagement est venu prendre leurs affaires. Ils avaient trouvé un appartement à louer de l'autre côté de la ville, un appartement beaucoup plus petit et moins luxueux que ma maison, évidemment. Thomas m'a regardé une dernière fois avant de partir. Dans ses yeux, je ne voyais ni amour ni regret. Je voyais seulement de la haine et du ressentiment. Il m'a dit que je n'étais plus sa mère, que pour lui j'étais morte. Ces mots auraient dû me faire mal, mais étrangement, ils m'ont libérée. S'il me considérait comme morte, alors je n'avais plus aucune obligation envers lui. Je pouvais enfin vivre ma vie comme je l'entendais. Quand la porte s'est refermée derrière eux, quand le silence est retombé sur la maison, j'ai ressenti un mélange d'émotions contradictoires. Il y avait du soulagement, bien sûr. Un immense soulagement de ne plus avoir à supporter leur présence, leur regard méprisant, leurs demandes constantes. Mais il y avait aussi de la tristesse. La tristesse de la perte, même si cette perte était nécessaire. J'avais perdu mon fils, mes petits-enfants. Ma famille était brisée, détruite par la cupidité et la cruauté. Je me suis assise dans le salon, dans cette maison maintenant vide et silencieuse, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la première fois depuis des semaines. J'ai pleuré pour le petit garçon qu'était Thomas, pour la mère que j'avais été, pour les rêves que j'avais eus pour notre famille. J'ai pleuré pour Henri, qui n'avait heureusement pas eu à voir ce que son fils était devenu. Mais au milieu de ces larmes, il y avait aussi quelque chose d'autre. Une sorte de paix. Une acceptation. J'avais fait ce qu'il fallait faire. J'avais choisi ma dignité plutôt que d'être maltraité. J'avais choisi la justice plutôt que de laisser leurs actions impunies. Les semaines qui ont suivi ont été une période d'ajustement. J'ai dû réapprendre à vivre seule, à gérer une grande maison par moi-même. Au début, c'était difficile. La maison semblait trop grande, trop vide. Le silence était assourdissant. Mais petit à petit, j'ai commencé à apprécier cette solitude. Pour la première fois depuis des années, je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais. Je pouvais regarder mes émissions préférées sans que personne ne se plaigne. Je pouvais manger ce que je voulais sans avoir à préparer des repas élaborés pour des gens qui ne les appréciaient pas.
Je pouvais passer des journées entières à lire dans le jardin sans être dérangée. J'ai également commencé à renouer avec des amis que j'avais négligés pendant ces années où toute mon énergie était consacrée à essayer de plaire à ma famille. J'ai appelé des anciennes collègues, des amies d'université que je n'avais pas vues depuis des années. Certaines étaient étonnées d'avoir de mes nouvelles, mais toutes étaient heureuses de me revoir. Nous avons organisé des déjeuners, des sorties au théâtre, des après-midi shopping. J'ai redécouvert une vie sociale que j'avais oubliée. Une de mes amies, Martine, que je connaissais depuis le lycée, m'a beaucoup aidée pendant cette période. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, elle a été horrifiée mais pas vraiment surprise. Elle m'a avoué qu'elle avait toujours trouvé Thomas arrogant et Céline désagréable, mais qu'elle n'avait jamais osé me le dire. Elle m'a encouragée à aller de l'avant, à profiter de ma liberté retrouvée, à vivre enfin pour moi-même. Maître Durand m'a contacté quelques semaines après le départ de Thomas. Il me disait que Thomas n'avait jamais fourni les justificatifs demandés concernant les dépenses qu'il avait effectuées avec ma procuration. La date limite était passée et maintenant nous pouvions engager des poursuites légales si je le souhaitais. J'ai longuement réfléchi à cette option. Une partie de moi voulait le voir puni, voulait qu'il paie pour ce qu'il avait fait. Mais une autre partie, la partie qui était encore une mère malgré tout, hésitait. Envoyer mon propre fils en prison était une décision que je ne prenais pas à la légère. Finalement, j'ai décidé de ne pas porter plainte, mais avec une condition. Maître Durand devait contacter Thomas et lui faire signer un document dans lequel il reconnaissait avoir détourné les fonds et s'engageait à ne jamais me contacter de nouveau, à ne jamais contester mon testament, et à ne jamais parler publiquement de notre différend. En échange, je ne porterai pas plainte. C'était un accord équitable selon moi. Thomas évitait la prison, et moi j'évitais d'avoir à revivre toute cette histoire douloureuse devant un tribunal. Thomas a signé le document. Il n'avait pas vraiment le choix. Les preuves contre lui étaient accablantes et il le savait. Maître Durand m'a dit qu'il avait semblé brisé lors de leur rencontre, qu'il avait beaucoup vieilli en quelques semaines. Une partie de moi ressentait de la tristesse en entendant cela, mais je me rappelais la vidéo, leur rire cruel, et ma tristesse se transformait en résolution. Il récoltait ce qu'il avait semé. Plusieurs mois ont passé. J'ai continué à vivre ma vie, à profiter de ma liberté, à cultiver mes amitiés. J'ai également commencé à m'investir dans des œuvres caritatives, particulièrement celles qui aidaient les personnes âgées victimes de maltraitance familiale. Je donnais de mon temps et de mon argent, voulant aider d'autres personnes qui se trouvaient dans des situations similaires à celles que j'avais vécues. C'était thérapeutique d'une certaine façon. En aidant les autres, je guérissais mes propres blessures. Un jour, j'ai reçu une lettre. Une lettre manuscrite, pas un email ou un message. L'écriture était celle d'Emma, ma petite fille. Mon cœur s'est serré en reconnaissant son écriture. J'ai hésité avant d'ouvrir l'enveloppe, me demandant ce qu'elle pouvait contenir. Était-ce une autre tentative de manipulation? Ou était-ce sincère? J'ai finalement décidé de l'ouvrir, et ce que j'ai lu m'a profondément touché. Emma m'écrivait pour s'excuser, vraiment s'excuser cette fois. Elle disait qu'elle comprenait maintenant ce qui s'était passé, qu'elle avait eu des conversations avec ses parents et qu'elle réalisait à quel point ils m'avaient maltraitée. Elle me disait qu'elle était désolée pour les choses horribles qu'elle avait dites dans la vidéo, qu'elle n'avait que 14 ans et qu'elle avait été influencée par ses parents. Elle me disait aussi qu'elle me manquait, que j'étais la seule grand-mère qu'elle avait et qu'elle aimerait pouvoir me revoir un jour, si j'acceptais de lui pardonner. Cette lettre m'a fait pleurer. De vraies larmes, pas de colère ou de douleur cette fois, mais d'émotion. Emma était encore jeune, elle avait encore la possibilité de changer, de devenir quelqu'un de meilleur que ses parents. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours avant de lui répondre. Je ne voulais pas me précipiter, je ne voulais pas me mettre dans une situation où je serais de nouveau blessée. Mais finalement, j'ai décidé de lui donner une chance. Je lui ai répondu, lui disant que je lui pardonnais et que si elle voulait me voir, elle était la bienvenue, mais seule, sans ses parents. Quelques semaines plus tard, Emma est venue me rendre visite. C'était un samedi après-midi ensoleillé. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue, mon cœur s'est gonflé d'amour. Elle avait grandi, elle était devenue une jeune femme. Elle m'a serrée dans ses bras et nous avons toutes les deux pleuré. Nous avons passé l'après-midi ensemble, parlant de tout et de rien, rattrapant le temps perdu. Elle m'a raconté comment les choses se passaient dans leur nouvel appartement, comment ses parents étaient constamment stressés par l'argent, comment l'atmosphère était tendue.
Elle m'a dit que son père ne parlait jamais de moi, mais qu'elle savait qu'il pensait souvent à ce qu'il avait perdu. J'ai demandé à Emma si elle savait pourquoi Thomas m'avait envoyé cette vidéo ce jour-là. C'était une question qui me hantait encore. Emma a réfléchi un moment avant de répondre. Elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre, mais qu'elle pensait que son père voulait me pousser à réagir, à me mettre en colère, pour ensuite pouvoir dire que j'étais instable mentalement et prendre le contrôle de mes finances. C'était un plan calculé, cruel, mais qui avait échoué parce qu'au lieu de craquer, j'avais pris le contrôle de la situation. Cette confirmation de ce que j'avais soupçonné m'a fait mal, mais en même temps, elle m'a rassurée sur ma décision. J'avais eu raison de me protéger, de les expulser de ma vie. Emma a continué à me rendre visite régulièrement après cela. Parfois Lucas venait aussi, bien qu'il soit plus réservé, plus distant. Il était clair que ses parents l'influençaient encore beaucoup. Mais au moins, j'avais retrouvé un lien avec mes petits-enfants, ou du moins avec l'un d'entre eux. 1 an après les événements, j'ai organisé une grande fête dans ma maison. Une fête pour célébrer ma vie, ma liberté. Mes tantards Novamantev continuèrent 71 ans. J'ai invité tous mes amis, mes neveux et nièces, des collègues de mon ancienne vie professionnelle. La maison était remplie de rires, de musique, de conversations joyeuses. C'était un contraste saisissant avec l'atmosphère oppressante qui régnait ici il y a seulement 1 an. Martine m'a pris à part à un moment de la soirée et m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vue aussi rayonnante, aussi vivante. Et c'était vrai. Je me sentais renaître. Emma était venue à la fête, bien sûr. Elle m'avait même aidé à la préparer, cuisinant avec moi, décorant la maison avec des fleurs fraîches. C'était merveilleux de partager ces moments avec elle, de reconstruire notre relation sur des bases saines, sans la toxicité de ses parents. Pendant la fête, elle m'a présenté son petit ami, un jeune homme poli et bien élevé qui étudiait la médecine. J'ai vu dans ses yeux qu'elle était heureuse, et cela me remplissait de joie. Au moins, quelque chose de bon était sorti de toute cette histoire douloureuse. La vie a continué ainsi pendant plusieurs mois. J'avais trouvé un équilibre, une routine qui me convenait. Je m'occupais de ma maison, je voyais mes amis, je travaillais avec des associations caritatives, je recevais Emma régulièrement. J'avais même adopté un chat, un vieux matourou que j'avais trouvé dans un refuge. Il s'appelait Marcel et il était devenu mon compagnon fidèle. Il dormait sur mon lit, me suivait partout dans la maison, et sa présence apaisante me faisait un bien fou. Mais la vie, comme toujours, réservait encore des surprises. Un jour, environ 18 mois après avoir expulsé Thomas de ma maison, j'ai reçu un appel de Céline. J'ai hésité avant de répondre, mon doigt planant au-dessus de l'écran de mon téléphone. Que pouvait-elle me vouloir après tout ce temps ? Finalement, la curiosité l'a emporté et j'ai décroché. Sa voix était différente, moins arrogante, moins agressive. Elle semblait fatiguée, presque vaincue. Elle m'a dit qu'elle m'appelait pour me parler de Thomas. Mon cœur s'est serré. Était-il malade ? Était-il mort ? Malgré tout ce qui s'était passé, c'était encore mon fils, et l'idée qu'il puisse lui être arrivé quelque chose me terrifiait. Céline a dû sentir ma panique dans mon silence parce qu'elle s'est empressée de me rassurer. Thomas n'était pas mort, mais il n'allait pas bien. Il était tombé dans une profonde dépression depuis qu'ils avaient quitté ma maison. Il avait perdu son travail, il passait ses journées enfermé dans leur appartement, refusant de voir qui que ce soit. Céline me disait qu'elle ne savait plus quoi faire, qu'elle était à bout. Une partie de moi voulait raccrocher immédiatement. Pourquoi devais-je me préoccuper de son bien-être après tout ce qu'il m'avait fait ? Mais une autre partie, cette partie de moi qui était et serait toujours une mère, s'inquiétait. J'ai demandé à Céline ce qu'elle attendait de moi. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas vraiment, qu'elle voulait juste que je sache, que peut-être un jour je pourrais pardonner à Thomas, lui parler, l'aider à se sortir de cet état. J'ai été honnête avec elle. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à revoir Thomas, que les blessures étaient encore trop profondes, mais que j'espérais qu'il trouve l'aide dont il avait besoin. Après avoir raccroché, je suis restée assise pendant longtemps, réfléchissant à cette conversation. Une partie de moi ressentait de la satisfaction à apprendre que Thomas souffrait des conséquences de ses actes. Mais une autre partie, plus profonde, plus maternelle, ressentait de la tristesse. Pas de la tristesse pour l'homme cruel qu'il était devenu, mais pour le petit garçon qu'il avait été, pour toutes les possibilités qu'il avait gâchées,
pour la relation mère-fils que nous aurions pu avoir si seulement il avait fait des choix différents. J'en ai parlé à Emma lors de sa visite suivante. Elle m'a confirmé que son père allait vraiment mal, qu'il ne sortait plus de sa chambre, qu'il avait maigri. Elle m'a dit qu'elle était inquiète pour lui, mais qu'elle ne savait pas comment l'aider. Je lui ai expliqué que parfois, les gens devaient toucher le fond avant de pouvoir remonter, que peut-être cette épreuve était nécessaire pour que Thomas comprenne l'ampleur de ce qu'il avait fait. Emma a hoché la tête, les larmes aux yeux. C'était difficile pour elle de voir son père dans cet état, même si elle comprenait pourquoi les choses en étaient arrivées là. Quelques semaines plus tard, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai demandé à Maître Durand d'organiser une rencontre avec Thomas, sur terrain neutre, dans son cabinet. Je n'étais pas prête à le voir dans un cadre privé, je n'étais pas prête à le laisser revenir dans ma maison, mais je sentais que nous devions parler. Que je devais lui dire certaines choses, pour lui, mais surtout pour moi. Pour pouvoir vraiment tourner la page. Maître Durand a contacté Thomas et a organisé la rencontre pour la semaine suivante. Les jours précédant ce rendez-vous ont été remplis d'anxiété. Je dormais mal, je mangeais peu, je ne cessais de répéter dans ma tête ce que j'allais lui dire. Martine m'a beaucoup soutenue durant cette période, me rappelant que j'étais forte, que j'avais le contrôle de la situation, que je ne devais rien à Thomas. Le jour de la rencontre est arrivé. Je me suis habillée soigneusement, choisissant une tenue élégante mais sobre. Je voulais avoir l'air digne, posée, maîtresse de mes émotions. Quand je suis arrivée au cabinet de Maître Durand, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Maître Durand m'a accueillie avec chaleur et m'a conduite dans une salle de réunion. Thomas était déjà là, assis de l'autre côté de la table. Le choc de le voir a été brutal. Céline ne m'avait pas menti. Il avait terriblement changé. Il avait perdu beaucoup de poids, son visage était creusé, ses yeux étaient cernés. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en seulement 18 mois. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. De la honte. Une honte profonde et authentique. Il a baissé les yeux immédiatement, incapable de soutenir mon regard. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment. Maître Durand était présent, mais discret, prêt à intervenir si nécessaire mais nous laissant l'espace pour parler. Finalement, c'est Thomas qui a brisé le silence. Sa voix était faible, tremblante. Il m'a dit qu'il était désolé. Tellement désolé. Qu'il ne savait pas comment il en était arrivé là, comment il était devenu cet homme cruel et cupide. Qu'il pensait à moi tous les jours, qu'il regrettait chaque mot méchant, chaque acte de mépris, chaque euro volé. J'ai écouté sans l'interrompre. Il a continué à parler, les mots se bousculant, comme s'ils avaient été contenus trop longtemps et qu'ils devaient enfin sortir. Il m'a raconté comment tout avait commencé. Comment, après la mort de mon mari, il s'était senti sous pression pour réussir, pour être à la hauteur de ce qu'Henri avait accompli. Comment il avait fait des investissements hasardeux qui avaient échoué, comment il s'était endetté. Comment il avait commencé à prendre de petites sommes dans mes comptes, se disant que c'était temporaire, qu'il me rembourserait. Mais les dettes s'étaient accumulées et les petites sommes étaient devenues de plus en plus importantes. Et elle m'a dit que Céline avait encouragé ce comportement, qu'elle était obsédée par l'argent, par le statut social, qu'elle le poussait constamment à prendre plus. Mais il a reconnu que ce n'était pas une excuse, qu'il était responsable de ses propres actions. Il m'a parlé de la vidéo, admettant que oui, il me l'avait envoyée volontairement, espérant que je réagirais émotionnellement, que je ferais quelque chose de stupide qui lui permettrait de prendre le contrôle de mes finances. Il a dit que c'était le plan le plus ignoble et le plus cruel qu'il ait jamais conçu, et qu'il vivait avec cette honte chaque jour. Puis il a levé les yeux vers moi et m'a demandé si je pouvais un jour lui pardonner. Pas maintenant, il comprenait que c'était trop tôt, peut-être même jamais. Mais un jour. Cette question est restée suspendue dans l'air entre nous. Je l'ai regardé longuement, cet homme brisé qui était mon fils. J'ai pensé à tout ce que nous avions vécu ensemble, les bons moments et les mauvais. J'ai pensé à la douleur qu'il m'avait causée, mais aussi à la douleur dans laquelle il se trouvait maintenant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je lui ai dit que ce qu'il m'avait fait était impardonnable. Que les blessures qu'il avait infligées étaient profondes et prendraient peut-être toute une vie à guérir. Que sa trahison avait détruit la confiance que j'avais en lui, en la famille, en l'amour même. Je lui ai dit que j'avais passé des nuits entières à pleurer,
à me demander où j'avais échoué en tant que mère, comment mon propre fils avait pu devenir quelqu'un capable d'une telle cruauté. Mais je lui ai aussi dit que je comprenais qu'il souffrait maintenant, que les conséquences de ses actes le poursuivaient. Je lui ai dit que je ne voulais pas sa souffrance, que je n'avais jamais voulu me venger ou le voir détruit. Je voulais simplement justice et dignité. Je lui ai expliqué que le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais donner sur commande, que c'était un processus long et difficile. Que peut-être, avec le temps, avec des preuves réelles de changement, nous pourrions reconstruire quelque chose. Pas la relation que nous avions avant, celle-là était morte et enterrée, mais peut-être quelque chose de nouveau, de plus honnête. Je lui ai dit que s'il voulait vraiment changer, s'il voulait vraiment devenir un homme meilleur, il devait commencer par être honnête avec lui-même. Il devait comprendre pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, pas seulement blâmer Céline ou les circonstances. Il devait prendre la responsabilité totale de ses actes. Je lui ai suggéré de voir un thérapeute, de travailler sur lui-même, de comprendre ses motivations profondes. Et peut-être, dans quelques années, quand il aurait fait ce travail sur lui-même, nous pourrions nous revoir. Thomas pleurait maintenant ouvertement. Des larmes coulaient sur ses joues creuses. Il a hoché la tête, incapable de parler. Je me suis levée pour partir, mais avant de sortir, je me suis retournée vers lui une dernière fois. Je lui ai dit que malgré tout, malgré la douleur et la trahison, il restait mon fils. Que je ne pouvais pas effacer 39 mois de grossesse, 45 ans de maternité. Que quelque part, profondément enfoui sous toute cette douleur, il y avait encore de l'amour. Mais que cet amour devait être protégé maintenant, qu'il ne pouvait plus être inconditionnel et aveugle comme avant. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, abonnez-vous à notre chaîne et attendez les prochaines vidéos, commentez de quelle ville vous venez, au revoir.